Aujourd'hui, on va parler de sonde lambda. Je vais diviser ce truc en deux vidéos, car il y a une grosse vidéo où je découvre ce système qui est nouveau pour moi et que je ne connais pas, car c'est une sonde lambda un peu spéciale. Donc on va voir une première vidéo où tu vas me voir chercher, dire quelques conneries, mais me reprendre, et on va apprendre et voir plein de trucs cool. Et cette vidéo-ci, où je t'explique les conclusions de la sonde lambda à large bande. Je te laisse avec le contenu de la vidéo. Bon, je vais finaliser sur une mauvaise nouvelle, mais j'ai aussi une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que déjà Non, c'est une bonne nouvelle. J'ai étudié pendant des heures et des heures et des heures cette histoire de sonde lambda de dernière génération. Je sais même pas par où commencer tellement c'est compliqué. Déjà, je vais faire une part sur un petit truc que j'ai découvert. La valeur lambda de 1, ça veut dire que le rapport stoichiométrique est égal à 14,7 kg d'air pour 1 kg d'essence. Ce qui veut dire que c'est une combustion parfaite. C'est le rapport avec le meilleur rendement. Et par exemple pour un diesel, cette valeur lambda, parce que le rapport stoichiométrique est différent, il est de 14,95 je crois, contre 12, des bananes ou 9, des bananes pour l'éthanol. Il y a beaucoup de valeurs sur l'éthanol. Je pense que, parce que l'éthanol n'est jamais le même, c'est-à-dire que dans le 85 il y a de l'essence et de l'éthanol, mais ces composantes sont, le pourcentage il est variable. Il est variable en fonction dans l'année, en fonction de l'hiver ou l'été. Ils ajoutent plus ou moins d'éthanol dans l'essence pour le 85. Donc le rapport stoichiométrique de l'éthanol, il est encore flou. Mais pour l'essence, il est de 14,7 et pour le diesel, il est de 14,95. Donc la valeur de lambda de 1, c'est 14,7. La référence, c'est l'essence. Pour le diesel, la valeur lambda est supérieure à 1. J'invente rien, c'est écrit là. Moteur diesel, le rapport carburant, R et lambda est supérieur à 1. Donc déjà ça j'ai compris. J'ai compris une chose, parce que ce petit logo lambda depuis le début, je vois 1 égale lambda, supérieur à lambda, inférieur à lambda, tout ça c'est basé sur l'essence. Donc ça c'est bon. L'autre bonne nouvelle, c'est que le calculateur c'est de l'informatique, les capteurs c'est de l'électronique. En électronique il y a énormément de choses, mais au final il n'y a pas grand chose. T'as des volts, t'as des ampères et t'as des résistances. Après c'est plus compliqué, si tu rentres dans l'informatique, on rentre dans des langages de programmation, on rentre dans des... Bref, la communication, c'est-à-dire que c'est en binaire est un langage de communication. Donc par exemple le CAN, pour les voitures, le CAN, c'est un... Putain mais j'ai oublié le nom. Enfin bref, on s'en branle. Donc tout ce qui est capteur, c'est de l'électronique. Donc l'électronique, c'est géré. Tous les capteurs qu'il y a autour de la bagnole, c'est un voltage qui varie, une résistance qui varie. Et donc, ce que j'ai compris sur cette fameuse sonde lambda, c'est qu'avant, la sonde lambda a 4 fils. Donc il y avait la résistance chauffante, mais il y avait aussi le capteur qui te renvoyait un voltage en fonction du taux d'oxygène. Ce qui est également le cas des nouvelles, celle dont je suis en train de parler. Mais la différence entre les anciennes et les nouvelles, c'est que les nouvelles sont très rapides comparées aux anciennes, qui étaient fiables, mais très lentes, avec un signal plutôt chaotique. Et donc ces nouvelles très rapides fonctionnent en 2 temps. C'est un petit peu ambivalent ce que je viens de dire. C'est plus rapide, mais ça fonctionne en 2 temps. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est ta sonde lambda. Alors, on est à l'intérieur du pot. Il y a une valeur, donc tu as la résistance chauffante en bas, il y a une valeur d'air de référence, c'est-à-dire que c'est de l'air extérieur, c'est une base de référence. Ton pot d'échappement, il délivre l'oxygène, qui est mesuré par le capteur. Donc le capteur lambda, c'est celui-là. Et en fait, il mesure une différence entre l'oxygène extérieur, le taux d'oxygène extérieur, et le taux d'oxygène intérieur. Seulement, la grande différence, elle est là. C'est que ce capteur, pour être précis, donc il fonctionne plus ou moins comme l'ancien, c'est-à-dire que c'est celui-là, on a une valeur qui varie, et non plus de 0 à 1 volt, mais on reste quand même en valeur de voltage. Donc j'ai pas de valeur. La valeur de référence du lambda 1, c'est 450 millivolts. Quand ce capteur-là délivre 450 millivolts, on a un lambda de 1. Ok ? Mais pour que ce capteur soit précis, il faut qu'il y ait toujours une valeur proportionnelle entre l'oxygène de référence et l'oxygène mesuré du pot d'échappement. Ce qui veut dire que
Ton capteur, il t'envoie une valeur. C'est des millivolts qui sont traités par le calculateur. Mais pour que ce soit performant, le calculateur est au courant de ça et il va te donner plus ou moins d'oxygène en fonction de ce qu'il a besoin parce que ces deux valeurs ont besoin d'être proportionnelles pour avoir une mesure précise. Contrairement à l'ancien où il y avait besoin que de l'oxygène du pot. Donc ça fait une comparaison entre deux choses, mais proportionnellement. C'est-à-dire que si le mélange, et dans ce cas-là, là on est en mélange pauvre, donc on a beaucoup d'oxygène, le calculateur, il envoie la sauce pour évacuer de l'oxygène de sa cellule de référence, pour pouvoir être comparé proprement à l'oxygène extérieur, quand le mélange est pauvre. On n'a pas beaucoup d'oxygène. Du coup, pour que le valeur soit compétitif, le calculateur est au courant que la sonde lambda est en train de mesurer une valeur. Elle augmente son voltage, donc elle sait qu'il y a moins d'oxygène, mais pour effectuer sa valeur précise, elle va réduire l'intensité de cet autre capteur. C'est pour ça que quand je te parlais de mes deux cellules, qui l'une fonctionne avec l'autre. En fait, c'est ça. C'est que, dis-toi que les fils qui sont branchés, en fait, tu as la résistance chauffante qui est là. Ça, on s'en fout. Ensuite, tu as le capteur qui est là. Et ça, en fait, c'est plutôt un actionneur qu'un capteur. C'est-à-dire que, pour que le capteur fonctionne, il faut actionner un autre capteur, entre guillemets, un actionneur, pour que le capteur ait une valeur rapide et fiable. C'est pour ça que là, on est en mélange riche, il n'y a pas beaucoup d'oxygène, donc le calculateur est au courant, et il va baisser son intensité, qui va, au lieu, en fait ça c'est la valeur de pompage qu'on voit depuis le début. Donc soit elle t'emmène plus d'oxygène, soit elle t'en sort plus, en fonction du voltage que le calculateur commande. C'est pour ça que je viens à la conclusion que je ne peux pas faire le test, qu'il m'est impossible de faire le test, parce que tout ça est géré par le calculateur. Donc c'est-à-dire que le premier test que j'ai fait, je l'ai fait le test entre 4 et 5, et j'avais trouvé des valeurs entre 400, c'était, à peu près entre 500 millivolts et 400 millivolts. Il y avait marqué 0,500 et 0,400 volts, ce qui correspond à ce que j'ai vu là. Donc j'ai eu une valeur qui varie, ça c'est sûr, mais la mesure, on ne peut pas dire lambda est de temps. Donc en fait ce capteur fonctionne en 2 temps, et le seul moyen de le mesurer c'est de le laisser brancher sur la voiture, et pour le moment je ne sais pas comment. Ce qui est sûr c'est que maintenant j'ai compris comment il fonctionnait. Donc je finalise là-dessus. Sonde lambda de nouvelle génération est très rapide, très précise, mais on ne peut pas la tester. Enfin, on ne peut pas la tester dans un atelier comme le mien. Un atelier avec un voltmètre, un multimètre et 1 mètre. Voilà, 1 mètre. Un double décimètre même. Voilà. Ça se fait pas comme ça. Bon alors, je voudrais apporter une petite précision sur ce système. Nous avons donc les anciennes sondes lambda qui délivrent un signal entre 0 et 1 volt, un signal sinusoïdal qui doit être compris entre 0,8 et 0,2 volts. Donc ce signal fait ça. Et donc si on regarde la valeur constructeur, donc ce signal varie bien. Donc nous avons ici la sinusoïde. Et donc quand on est compris entre, donc là on a bien 0 et 1 volt. Donc les valeurs sont comprises entre 0,8 volts et 0,2 volts. Donc ici et ici. Seulement les sondes lambda de première génération arrivent à délivrer et à repérer ce signal que sur la plage du lambda entre un petit peu moins de 1 et un petit peu plus de 1. Donc avant on sait que c'est mélange trop riche et après on sait que c'est mélange trop pauvre. Mais de combien on ne sait pas. Donc la valeur lambda de 1, ce qui correspond pour l'essence. Donc essence, samplon, 95. C'est le rapport stoichiométrique de 14,7 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. Quand cette valeur est respectée de consommation, c'est-à-dire que toutes les molécules ont été transformées, le lambda est égal à 1. Donc il est bien. Si on est au-dessus ou en dessous ce ratio, le lambda est modifié. C'est-à-dire que si dans le pot d'échappement on repère de l'oxygène, ça veut dire qu'on est en mélange pauvre. Il y a trop d'oxygène qui ressort. Donc, le lambda, la valeur en voltage diminue et le lambda augmente. Donc, on est en mélange pauvre. Donc, le lambda va passer de 1,1 par exemple. Et donc, à ce moment-là, le calculateur est informé par la sonde lambda. Et donc, il va aller modifier le temps d'injection pour se rapporter le plus possible à cette valeur-là. Mais à aucun moment, le calculateur ne mesure le 14,7. Le calculateur, ce qu'il mesure, c'est le taux d'oxygène dans le pot. Ça veut dire que si tu roules
à l'E85, le rapport stoichio, normalement quand on dit rapport stoichiométrique, c'est 14,7 pour 1 gramme. C'est-à-dire que toutes les molécules ont été transformées pour l'essence. Quand on est en E85, le rapport il est plus à 12. Et des bananes, tu vois, pour 1. Mais, vu que ce ratio est respecté et qu'on a consommé toutes les molécules qui ont été toutes transformées, le lambda est toujours égal à 1 malgré qu'on n'a pas du tout le même ratio. Donc, si tu es carrément à l'éthanol, je crois qu'à ce moment-là, tu dois être à 9 pour 1. J'écris ultra mal. Donc, ce qui se passe, c'est que, en fonction du taux d'oxygène qui est mesuré dans le pot d'échappement, ton injection va être modifiée en temps réel. Et donc, comme je disais, ça, c'est la sinusoïde, donc elle est valable que pour la plage un petit peu en dessous de 1 et un petit peu au-dessus de 1. Après, on sait pas, elle est perdue. Alors que la sonde lambda nouvelle génération, le graphique ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on a les valeurs en voltage ici de 0 à 5 et que tous les rapports stoichio sont représentés là. Enfin, ce ne sont pas des stoichiométries, mais ce sont des rapports, des ratios, je l'appelle ça comme tu veux, t'as compris. Quand on est à 14,7 pour 1, tu vois, c'est marqué là, 14,7 pour 1, ça veut dire que la sonde lambda est censée renvoyer le voltage ici. Mais si par exemple tu as un ratio de 12, tout ceci est bien évidemment pour de l'essence. On ne parle pas d'éthanol. Parce que si on était en éthanol, le 12 aurait été ici et on aurait eu cette valeur-là. Mais ça, ce n'est pas le cas ici. Donc, on a bien ça renvoie cette valeur-là. Et donc, une sonde lambda large bande est capable de mesurer un ratio de 10 à 20 entre 0 et 5 volts. C'est-à-dire que si au cul de la sonde, mais tu ne peux pas, parce que il y a les fameuses 2 cellules, comme je viens de t'expliquer dans la vidéo, qui, en fonction de L et L, a besoin d'une proportion pour faire les mesures entre l'oxygène du pot, l'oxygène de la première cellule et l'oxygène de la seconde cellule. Donc celle-ci va renvoyer un voltage qui est celui-là, et celle-ci est la valeur de pompage, qui va pomper plus ou moins d'oxygène du pot pour aller là-dedans, pour pouvoir appliquer la proportion entre les 2 cellules pour lire une valeur propre, efficace, réelle, rapide et sur une large plage. Donc, j'espère que tu as compris. C'est-à-dire que la sonde lambda de première génération te génère un courant sinusoïdal entre 0,2 et 0,8 et ajuste en fonction de ça. Par contre, on peut pas mesurer un lambda très précis. Par contre, ça fonctionne. C'est un petit peu plus lent. La sonde lambda à large bande a donc son signal qui est très précis et très rapide, et c'est une valeur. Et donc, ce que je veux t'expliquer également, parce qu'il n'y a pas que des sondes lambda de ce type, nous avons le moteur. Tac, on va faire la petite hélice qui représente le moteur. Voilà, on va faire le filtre à air, le moteur. Il a un collecteur d'échappement. Ok. Au cul du collecteur, on a notre première sonde. C'est pour moi la large bande qui est reliée au calculateur. Tac. Ensuite, nous avons le pot catalytique. Et ensuite, nous avons une deuxième sonde qui est reliée également au catalyseur. Donc là, c'est une bande étroite. Donc 4 fils, 1, 2, 3, 4, et ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, celle-ci représente donc ce graphique-là, et celle-là va mesurer, celle-là fonctionne, elle fonctionne comme ce graphique-là, mais quand elle est après catalyseur, elle ne sert pas à ça. Quand elle est après catalyseur, c'est-à-dire que si cherche son lambda avec ce graphique-là. Dans le calculateur, je crois que cette valeur-là est rebasculée avec une sinusoïde. Cette sonde-là doit avoir la même sinusoïde que celle-là, mais avec une proportion très petite. Et donc, quand on a une proportion égale à celle-là en plus petite, cela signifie que le catalyseur fonctionne très bien. Si nous avons exactement la même sonde, le même signal entre entrée et sortie, cela signifie que le catalyseur est percé ou bouché. Et donc, dans un futur proche ou lointain, ou je ne sais pas, mais j'ai déjà fait le truc, il reste plus qu'à mettre en application, j'ai une sonde lambda avec ici sa résistance et ici sa valeur pour créer son signal qui est là. Donc je parle celle à 4 fils.
Donc soit celle-là, après kata, ou soit les anciens modèles d'injection où ce n'est pas une large bande. Donc ça, c'est notre 12 volts qui sert pour la résistance, pour chauffer le bidule. Voilà, parce que ce capteur-là a besoin d'être chaud pour fonctionner. Donc ces deux fils-là, on s'en fout. Ceux-là, quand l'oxygène passe et que c'est à température, il crée tout seul le signal, il n'y a rien qui l'alimente. Ces 12 volts-là n'ont rien à voir. Donc en créant ce signal-là de 0 à 1 volt, je vais être capable, grâce à un Arduino, de brancher ces fils-là sur l'Arduino, de rebasculer le signal dans le microcontrôleur ici, tu vois, et avec un module qui sert à créer un signal sinusoïdal, c'est-à-dire qu'on va traiter le premier signal et on va le transformer pour qu'en sortie, nous ayons soit ce petit signal-là, qu'on appellera le delta 4, le projet delta 4, ou soit, deuxième solution, de créer la même sinusoïde plus haute ou plus basse. Tout ça grâce à un programme informatique avec de la programmation Arduino. Ce qui va nous permettre de modifier le rapport Stokio ici et de décata ici. Car, petite autre précision, ce fameux ratio de 14,7 pour 1 est un lambda à un lambda de 1. Ce qui veut dire que c'est le meilleur rendement pour ne pas polluer. C'est-à-dire que en ayant ce ratio-là, et je pense même que les calculateurs sont faits pour qu'il y ait encore plus d'air que d'essence pour être sûr d'avoir cramé tout l'essence. Comme ça, il n'y a pas de résidus, d'un brûlé et de gaspillage et de mauvaises molécules qui partent dans l'atmosphère. Donc, un moteur économique et dépolluant respecte ce ratio-là. Un moteur, je parle en essence. J'écris très mal, c'est une catastrophe. Ceci est un S, ceci est un P, ceci est un 9 et ceci est un 5. Samplon 95. Donc je disais, ceci est le ratio le plus économique et le plus dépolluant. Et le ratio pour qu'un moteur fonctionne et marche fort, il est plus de l'ordre de 12 à 10, c'est-à-dire qu'il y a moins d'air. Si on fait le graphe, ça c'est l'air et ça c'est le samplon. Il y a moins d'air, donc plus d'essence. Le lambda automatiquement diminue au pif, valeur au pif. Et donc nous avons un véhicule qui ne brûle pas tout le carburant. Et de ce fait, ça c'est un cylindre, ça c'est un piston. Je vais faire le segment là. La bielle, hop, le vilebrequin. La bielle est petite, voilà. Et donc, quand la soupape et la bougie, la bougie elle a une teuté, ça c'est les cams. Donc, quand l'essence est injectée, et que après, ça explose. Dans ce cas de figure-là, ce qui ressort au pot, c'est toutes les molécules changées. Quand nous sommes dans ce cas de figure-là ou là, il reste des petites particules d'essence imbrûlées qui vont venir, je vais le faire plutôt en bleu, qui vont venir ici refroidir la chambre de combustion grâce aux imbrûlés de l'essence et vont finir par partir dans le pot d'échappement en n'ayant pas été brûlés, consumés, consommés, ce que tu veux. Ce qui fait que c'est très mauvais. T'as mis de l'essence dans ton réservoir qui te coûte une blinde pour pas le consommer. C'est du gaspillage, on est d'accord. Surtout que des molécules d'essence qui n'ont pas été carburées, je sais pas comment on dit, dis comme tu veux, et qui ne sont pas passées par le kata, sont très polluantes. Et donc, ce phénomène fait que en ayant qui peut le plus, peut le moins, on est sûr d'avoir au maximum la quantité à brûler pour pas être dans le cas de figure où on est sûr qu'il y a plus d'air, comme ça on consomme tout le carburant. Et en plus de ça, on vient refroidir la chambre de combustion, ce qui fait qu'un moteur fonctionnera et marchera beaucoup mieux en termes de performance et non pas en termes de dépollution. Donc, le petit projet de l'Arduino, le programme a été fait, il est assez complexe, il n'a pas été testé sur un véhicule car je ne peux pas tester sur le véhicule, mais tout le programme je vais te le montrer, je vais te l'expliquer et tu pourras le faire si tu as envie. Donc, je vais remonter ma sonde lambda, enfin je vais la démonter, je vais la graisser avec de la graisse haute température pour pouvoir plus tard peut-être la démonter. J'ai lu aussi qu'à 80 000 km, elles étaient en train de commencer à baisser en performance, donc en précision. Donc c'est pas bon pour ton réglage carbu, tiens, sur ta mobilette. Il y en a d'autres qui disent qu'à 160 000 elle est morte. Il y en a d'autres qui disent que ça dure trop longtemps. Il y en a sur internet qui nettoient ça avec du citron, du jus de citron, avec plein de trucs. Je sais pas si ça se nettoie, j'ai pas trop confiance. C'est de la chimie là-dedans, c'est de la chimie qui se passe. C'est des
C'est des matériaux très précieux et sûrement très fragiles. Donc à mon avis, on fait pas n'importe quoi. Donc si on peut pas tester, et vu le prix de ce capteur, ça vaut pas le coup de s'embêter à tester des choses. Ce qui est bien par contre, c'est que... Voilà, non, je garde la surprise. On va faire du hack. Du hacking. Du hacking, les gars. On n'est pas des pirates. On est des hackers. Parce que hacker, je vais t'expliquer le vrai sens du mot hacker. Hacker, c'est le fait de modifier quelque chose pour en faire autre chose. Tu prends une bouteille, tu la coupes, t'enlèves le bouchon, t'as un entonnoir, t'as hacké une bouteille d'eau. T'as compris, frère? T'as un programme informatique qui a une licence à avoir avec un code. Si t'arrives à hacker cette chose-là, tu l'as piraté. Pourquoi tu l'as piraté? Parce que t'as volé la licence. Elle est là la nuance entre un hacker et un pirateur. Un hacker peut faire des choses tranquillou pilou, et un pirateur, c'est pas bien. C'est pas légal. Donc nous, je te parle dans un futur lointain, j'ai dans l'idée de hacker quelques trucs pour faire d'autres trucs. Si tu vois ce que je veux dire. Donc je clôture l'histoire de la sonde lambda là-dessus, et on verra plus tard. Mais j'ai compris le fonctionnement.